Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du cycle consacré au règne de Clovis. Après avoir été baptisé, Clovis dispose maintenant d'un motif sérieux, rétablir le catholicisme dans les régions ariennes de la Gaule pour attaquer le royaume wisigoth qu'il convoite déjà depuis le début des années 500. La pérennité de sa dynastie n'est pas encore assurée. De nombreux parents, plus ou moins proches, peuvent encore prétendre à sa succession selon les lois germaniques. Comment Clovis va-t-il installer durablement sa dynastie au pouvoir? C'est parti, par ici la visite. En 507, Clovis se lance à nouveau dans une campagne militaire pour la conquête de l'Aquitaine visigothique. Dans cette nouvelle campagne contre les Visigoths, la seconde, puisque la première avait échoué vers 500-501, Clovis peut compter sur l'aide de contingents burgondes, dirigés par Sigismond, de francs rhénans, emmenés par Clodéric, le fils du roi Sigebert de Cologne, l'aide également de l'empereur Anastase qui veut reconquérir l'Italie et espère que la solidarité entre Goths détournera l'attention de Théodoric sur le royaume wisigoth. Alaric, quant à lui, multiplie les efforts pour rallier à sa cause les élites de l'Aquitaine romaine, en réaffirmant les lois romaines. Il fait pour cela rédiger un bréviaire de la loi romaine du Code théodosien, valable pour l'ensemble de ses sujets, en autorisant en septembre 506 également la réunion à Agde d'un concile ouvert à tous les évêques, ariens mais aussi catholiques de son royaume. Ce concile est présidé par Césaire d'Arles, récemment rappelé d'exil. Les évêques, avant de se séparer, prient même pour le salut et la longue vie d'Alaric. Et puis, dernier point et de taille, Alaric peut aussi compter sur le soutien de son beau-père Théodoric, roi d'Italie. Au printemps 507, Clovis se met en route pour Tours, accompagné de son fils Thierry et de Clodéric. Alaric II attend les renforts de son beau-père Théodoric et installe le camp de son armée quelque part à l'ouest de Poitiers. Voyant que le Poitou est occupé par les Francs, les troupes d'Alaric insultent leur roi. Théodoric ne vient pas, inquiet des opérations lancées par Anastase, il reste en Italie. Une flotte byzantine, en effet, se présente devant Tarente, laissant craindre un débarquement en Italie des troupes d'Anastase. Impossible alors de savoir s'il s'agit d'une opération de diversion ou des prémices d'un véritable débarquement. Sans doute, après avoir fait sa jonction avec une colonne burgonde emmenée par Sigismond, Clovis impose la bataille à Alaric dans la plaine de Vouillé, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest-nord-ouest de Poitiers, sur la voie romaine menant à Nantes. Le matin de la bataille, alors que Clovis implore le seigneur de lui venir en aide, une biche aurait, d'après Grégoire de Tours, montré le point de passage sur la Vienne en crue. Une succession de charges de cavalerie lourde vont progressivement disloquer les rangs des Visigoths. La défaite des Visigoths est totale et leur roi est même tué au cours de la débandade, dit Grégoire de Tours, de la main même de Clovis. Le fils d'Alaric, Amalaric, se replie sur le territoire espagnol du royaume wisigoth et laisse à Clovis et à ses alliés le champ libre pour conquérir l'Aquitaine. Plusieurs colonnes se partagent ensuite la conquête. À Thierry et Sigismond, les régions intérieures de l'Aquitaine, Albi, Rodez, Clermont. Clovis, quant à lui, se réserve la conquête de la côte et des capitales, Angoulême, Bordeaux, où hiverne son armée, et Toulouse, la résidence royale des Visigoths désertés, où il fait main basse sur le trésor d'Alaric. En parallèle, Gondebaud essaye de s'emparer d'Arles et de s'offrir un débouché sur la Méditerranée. À partir de 508, Clovis est donc le maître de tout le sud de la Loire, de Tours à Carcassonne. Le roi d'Italie, Théodoric le Grand, finit par réagir et déclare prendre les Visigoths sous sa protection. Il en profite surtout pour envoyer le duc Siba s'emparer de la Provence, contrant ainsi la tentative des Burgondes. Clovis reçoit une lettre de l'empereur Anastase après sa victoire. Si l'on en croit à nouveau Grégoire de Tours, dans cette lettre, il donne à Clovis les insignes du consulat. Revenu de Toulouse, Clovis séjourne en 508 dans le monastère de Saint-Martin à Tours, qu'il comble de présents. Il effectue alors, à la manière romaine, une entrée solennelle dans la cité de Tours, monté sur un cheval et revêtu de la pourpre, distribuant au peuple, massé le long du parcours, des pièces d'or et d'argent. Il est même acclamé
aux cris de consul et d'Auguste. Cette acclamation comme Auguste, c'est-à-dire empereur, dont seul Grégoire de Tours parle, est hautement improbable pour l'historien Bruno Dumézil. Décidément, comme on l'a déjà dit à Une histoire à raconter, au cours de la série consacrée à la chute de Rome, on n'abandonne pas encore les rites et les symboles romains. Clovis suggère à Clodéric ou Childéric, le fils de Sigebert, roi des Francs rhénans, que son père n'est plus en capacité de régner parce qu'il est trop vieux et boiteux. Il lui dit aussi que si son père venait à mourir, son royaume lui reviendrait ainsi que l'amitié de Clovis. Incité à agir par ces paroles, Sigebert profite d'un voyage de son père hors de Cologne sur la rive droite du Rhin. Alors que Sigebert fait la sieste, au cours de la traversée de la forêt de Buchot sous une tente, Childéric ordonne à ses hommes de l'égorger. Puis, tout joyeux, il fait ensuite savoir à Clovis qu'il a tué son père et qu'il lui offre une partie de ses trésors. Les ambassadeurs de Clovis, lui ayant demandé d'ouvrir un coffre rempli de pièces d'or pour contrôler le cadeau, l'un des hommes en profite et lui fracasse la tête de sa hache. Clovis réunit ensuite le peuple des Francs rhénans et prétend n'y être pour rien dans ces meurtres car, dit-il, « je ne peux répandre le sang de mes parents ». Il leur propose ensuite de les lire comme rois, ce qu'ils font, citons Grégoire de Tours. Ils applaudirent, tant de leurs boucliers que de leurs cris, et ils le choisirent comme roi en l'élevant sur le pavois. Un pavois, c'est un bouclier. On retrouve ici une vieille coutume gauloise adoptée par les généraux et les empereurs romains, le fait de porter le roi sur un bouclier à hauteur des épaules. Clovis s'en prend ensuite à Chararic, qui avait refusé de l'aider contre Syagrius en 486. Nous avions raconté dans la première vidéo de cette série cet épisode. Il parvient à s'emparer par la ruse de Chararic et de son fils et leur fait couper les cheveux, marque de leur appartenance à la dynastie franque, et les fait ordonner respectivement prêtres et diacres. Chararic et son fils laissent entendre qu'ils se vengeront une fois leurs cheveux repoussés. Clovis les a donc fait tuer et s'empare de leur royaume quelque part au nord de la Belgique actuelle. Cet épisode nécessite quelques explications. Les cheveux sont chez les Francs-Saliens la marque de l'appartenance à la royauté. On s'est rendu compte qu'on en met les mêmes aux sceaux royaux sur les documents officiels. Les rois se reconnaissent tout de suite à leurs cheveux longs chez les premiers mérovingiens. Couper ses cheveux longs à un roi, c'est lui enlever toute légitimité et toute capacité à signer des actes officiels. C'est ensuite le tour de Ragnacaire de Cambrai qui avait refusé son appui à Clovis après son baptême. Clovis, cette fois, couvre de cadeaux, bracelets, baudriers en bronze doré imitant l'or, les leudes de ce roi. Les leudes, ce sont les hommes libres chez les Francs. Il leur accorde des fonctions civiles et militaires que Ragnacaire leur refusait et les incite à la révolte. Ragnacaire finit par déclarer la guerre à Clovis. Au cours de la bataille, il est arrêté et ligoté par les siens, ainsi que son frère Riquier. Après avoir reproché à Ragnacaire de s'être laissé enchaîner et à son frère Riquier de ne pas avoir aidé son frère, Clovis, toujours selon Grégoire de Tours, les tue tous les deux de sa hache. Ce meurtre sera presque excusé, car Ragnacaire est accusé d'union incestueuse avec sa famille. Il n'est donc pas digne de régner pour l'Église. Selon Grégoire de Tours, la tradition orale rapporte que Clovis, ayant réuni les siens sur la fin de sa vie, se lamentait sur la perte de ses parents. Je le cite. « Malheur à moi qui suis resté un pérégrin, sujet romain non citoyen, au milieu d'étrangers, les Francs, car je n'ai plus de parents pour pouvoir m'aider si l'adversité surgissait. » Mais ce n'est pas par peine pour leur mort qu'il se lamente, c'est par ruse. Par ses larmes, il cherche à savoir s'il reste encore un parent éloigné dans l'assistance pour le découvrir et le trucider. Au final, si on suit Grégoire de Tours, d'après Michel Rouche, Clovis a donc exterminé toute sa parentèle jusqu'au 6e degré. Bien qu'auteur religieux, Grégoire de Tours, étrangement, ne semble pas condamner les meurtres commandités ou perpétrés par Clovis. Il écrit même « Ainsi Dieu prosternait chaque jour ses ennemis sous sa main et agrandissait son royaume parce qu'il marchait d'un cœur droit devant lui et faisait ce qui plaisait aux yeux de Dieu. » Comment interpréter cette phrase ?
Clovis se comporte exactement comme Gondebaud, le roi burgonde qui avait assassiné sa parentèle. On en avait parlé dans le premier épisode de cette série. Une seule différence les sépare, Clovis n'a que 3 sœurs, sans enfants mal connus, et pas de frères. Il tue donc oncles, neveux et cousins pour assurer le trône à ses enfants. Grégoire de Tours donne la cause de ces meurtres. Clovis craignait qu'il ne lui enlevasse son royaume. La tanistrie, la succession par le second, le mode de succession des Francs, autorisait en effet ses oncles, neveux et cousins à lui succéder. N'importe lequel des royaumes païens de ses parents pouvait absorber le sien, et on risquait de revenir à la situation de 481. Clovis est donc un roi de rupture, il refuse d'appliquer ce mode de succession et veut réserver le trône à ses seuls enfants. La loi salique, Pactus legis salicé, n'est pas une invention de Clovis. Clovis complète peut-être une loi plus ancienne qui semble avoir été rédigée pour les troupes franques entre les Ardennes et le Rhin au cours du IVe siècle. Au milieu du VIe siècle, son origine sera attribuée à un premier roi franc dont le nom n'est pas précisé. Un nombre important de versions différentes existent, dont la datation est aléatoire. Le texte, qui est vraisemblablement le plus ancien, compte 65 articles et un court prologue. Les versions les plus récentes comptent quant à elles 75 articles. Le prologue de la loi salique dit que 4 recteurs, Visogaste, Bodogaste, Salogaste et Vindogaste, ont essayé au cours d'assemblées qui se sont tenues dans 3 lieux possiblement situés dans les Ardennes, de rendre des sentences équitables. D'après l'historien Laurent Theiss, les 4 recteurs pourraient avoir été des officiers francs haut gradés de l'armée romaine qui, au IVe siècle, ont imposé à leurs soldats barbares des règles de discipline pour éviter les règlements de compte individuels et les vengeances personnelles, alors pratiquées à l'intérieur des tribus germaniques. Il s'agit donc d'appliquer à des comportements de barbares des lois de caractère romaine qui fixent des amendes et des compensations pour les crimes et les délits de tout type. Ces règles, les Francs choisissent de se les imposer à eux-mêmes pour faire primer la paix et la justice sur la guerre privée et la violence pure comme moyen de règlement des conflits. Cette loi ne s'applique qu'aux Francs saliens vivant entre la Lys et la forêt des Ardennes, d'après Michel Rouche. Comment la loi salique est-elle appliquée ? Les hommes libres viennent au tribunal public, le malus ou mal, et après avoir entendu les causes, en accord avec les spécialistes, les rachimbourgs des juges jurés et le comte, appelé graphio, prononce le jugement. Quels sont les articles qui composent la loi salique ? Beaucoup sont des articles ayant trait au tarif de composition. Pour éviter les vengeances, appelées fed, et les guerres privées, la partie lésée doit recevoir un paiement pour les dommages causés par la partie coupable. Prenons l'exemple du domaine de la protection de la femme, un sujet sur lequel les Francs sont très chatouilleux. Celui qui touche la main de la femme d'un autre doit payer 15 sous. De la main au coude, 30 sous. Du coude à l'épaule, 35 sous. S'il touche le sein, 45 sous. Vous voyez, on a des peines graduelles. Le meurtre d'un Romain ou d'un Franc, c'est le même tarif, 100 à 200 sous à chaque fois. Plusieurs articles de la loi salique traitent des dispositions relatives aux esclaves, ce qui montre bien que l'esclavage perdure dans le royaume franc. Mais l'article le plus célèbre de la loi salique, c'est le 6e article du titre 62. Je le cite. « À l'égard de la terre salique, aucune portion de l'hérédité ne sera recueillie par les femmes, mais l'hérédité tout entière sera dévolue au mâle. » Et c'est donc sur ce texte que se fondera le refus de laisser la couronne de France aux Anglais en 1328. Nous en reparlerons plus tard. Autre initiative importante de la fin du règne de Clovis, le concile d'Orléans.
Clovis convoque à Orléans, le 10 juillet 511, le premier concile des Gaules, auquel participent 32 évêques, soit à peu près la moitié des évêques du royaume. De nombreux évêques de Belgique, quelques Aquitains encore proches des Visigoths, ne répondent pas à l'invitation du roi. Il reprend ici l'idée de son rival Alaric II, qui, on l'a vu tout à l'heure, avait convoqué un concile des Gaules avant l'invasion de l'Aquitaine en 507. Mais quel était l'ordre du jour du concile d'Orléans en 511 ? Eh bien, ce concile doit fixer les modalités des relations des évêques avec les moines, les comtes et surtout avec le roi. Il sera décidé à l'issue du concile qu'aucun laïc ne pourra devenir clerc sans l'autorisation royale. Le roi peut accorder des terres, y compris des terres de l'Église, à des hommes qui sont ses fidèles. Les clercs hérétiques, comprenez les clercs ariens, qui confessent sincèrement la foi catholique, pourront retrouver leur fonction dans le royaume franc. Clovis essaye, par ce concile, de capter le pouvoir des évêques pour en faire des relais de son pouvoir dans les cités. Clovis meurt à Paris, dans sa nouvelle capitale, le 27 novembre 511. Selon son vœu, il est enterré dans la basilique des Saints Apôtres. Sa femme Clotilde y sera également inhumée 33 ans plus tard, en 544. Clovis avait demandé que Sainte Geneviève y soit inhumée en 502. Le choix du nom de cette basilique n'est pas anodin. L'empereur Constantin avait fait construire à Constantinople une église appelée Église des Saints Apôtres pour en faire la nécropole de sa famille. Dans les années 1220-1230, un gisant de Clovis fut réalisé à l'intérieur de l'église. Il a été transféré au Musée des Monuments Français en 1793, puis à la basilique Saint-Denis en 1816. La tombe d'origine de Clovis n'a jamais été retrouvée lors de la démolition de la basilique des Apôtres, devenue abbaye Sainte-Geneviève au XIXe siècle. Cette tombe est donc aujourd'hui enfouie dans les profondeurs de l'actuelle rue Clovis, derrière le Panthéon. L'abbaye de Saint-Denis, nécropole royale des rois de France, ne sera utilisée qu'à partir du 7e siècle. Dagobert sera d'ailleurs le premier roi à y être inhumé, vers 639. Grégoire de Tours raconte que les 4 fils de Clovis, Thierry Ier, Clodomir, Clotaire Ier et Childebert Ier, se sont ensuite partagés son royaume. Ces partages continueront durant toute l'époque mérovingienne. Clotaire Ier parviendra à réunifier le royaume en 558, mais à sa mort en 561, un nouveau partage aura lieu entre ses 4 fils, Caribert, Gontran, Sigebert et Chilpéric. Ces partages du royaume à chaque succession ont été jugés avec sévérité par les historiens jusqu'au XXe siècle. On a longtemps accusé les Mérovingiens de ne pas avoir le sens de l'État pour découper ainsi leur royaume. Ces partages sont d'ailleurs souvent désignés comme des symboles de la barbarie des premiers Francs. On a souvent jugé qu'il devait s'agir d'une tradition germanique. Sauf que rien ne prouve que le partage du royaume soit une pratique germanique. Aucune trace de division successorale n'apparaît avant 511 entre les fils des rois francs. Ensuite, même s'il y a des fractions du royaume, avec 3 sous-entités, la Burgondie, l'Austrasie, la Neustrie, tous les auteurs continuent de parler d'un seul et unique royaume des Francs, le royaume de Clovis. Alors en fait, qu'est-ce qui est vraiment partagé entre les fils du roi ? Des cités, des places fortes, ne formant que rarement un territoire d'une seule pièce. On ne donne pas au roi une portion cohérente de territoire, mais 2 éléments distincts. Une région capitale très riche et une frontière active à défendre. Ce modèle semble s'inspirer du partage de l'Empire romain en 395. Pour défendre un territoire trop vaste, il faut un roi sur chaque frontière active pour garder la zone menacée. Cette méthode présente aussi l'intérêt de donner à chaque roi une opportunité de mener des conquêtes, donc de faire du pillage, sans que ça soit au détriment de son frère qui a le royaume d'à côté. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode et du triptyque consacré à Clovis. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles tranches d'histoire.